Alors, messieurs, dames, bonsoir. Soyez les bienvenus au Planétarium Galilée, donc pour la dernière conférence de l'année. Alors, on a un cours du soir qui est prévu la semaine prochaine, d'assez longue date, et malheureusement, le conférencier Patrick Michel semble avoir un contretemps, un contre-événement, j'en sais rien. Et du coup, on essaie de trouver en ce moment une solution pour soit le remplacer au pied levé sur le cours du soir, donc, qui est prévu jeudi prochain, soit pour sinon déplacer ce cours du soir. Donc je vous invite à peut-être vous tenir au courant sur le site internet du planétarium, vous trouverez toutes les informations. Et voilà, on est désolé, malheureusement, quand on essaie d'avoir des conférenciers qui sont très pris aux quatre coins de la France, voire du monde, on s'expose un peu à ce genre de choses. Vous avez déjà pu vous en rendre compte, je pense, cette année. Alors sur ce, donc un tout petit rappel pour ce qui nous attend donc, pour l'année 2015. Donc l'année 2015, c'est l'année de la lumière. Donc un certain nombre de conférences qui seront cette fois-ci appelées les rencontres. Donc ce sont les rencontres de Galilée, en partenariat avec l'Université Montpellier 2. Merci à Monsieur Puy au passage pour cette collaboration. Voilà, donc vous aurez le 29 janvier la musique des étoiles par Sylvie Vauclair. Le 5 mars, la Terre lumineuse, les aurores boréales par Jean Lillenstein. Le 26 mars, Lumière et Trous noirs par Jean-Pierre Luminet. Le 10 avril, à la découverte des galaxies par Alessandro Boselli. Le 21 mai, VLT, le plus grand télescope du monde par Roland Bacon. Le 18 juin, Lumière de l'extrême, explosion stellaire par Yves Galland. Et le 2 juillet, Lumière du lointain par Richard Taillet. Voilà. Donc sur ce, on a passé un petit moment de cette année à parler du système solaire, et c'est intéressant de creuser un petit peu le système solaire pour voir aussi ce qui se passe ailleurs. Et donc c'est un petit peu pour cette forme de conclusion que nous recevons François Bouchy ce soir. Donc François Bouchy est astronome au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Il travaille également à l'Observatoire de Genève, et donc il va nous parler des exoplanètes, plus précisément je crois des exotères. Je lui cède la parole, je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir à Montpellier et au Planétarium de Montpellier. C'est la première fois que je viens présenter un sujet ici même, donc c'est un honneur pour moi, je suis ravi. Je vais essayer d'être à la hauteur. Je vois une difficulté, je vois que je suis dans des sièges vraiment extrêmement confortables. Donc le but, ça va être d'essayer d'éviter de vous endormir, et je vais tâcher de faire mon possible. Alors, je suis astronome au laboratoire d'astrophysique de Marseille, actuellement en détachement à l'Observatoire de Genève, dans le cadre de grosses collaborations sur cette thématique des exoplanètes. J'ai eu la chance de démarrer mes études en astrophysique il y a à peu près 20 ans, juste au début de cette aventure merveilleuse de découverte d'autres mondes en dehors de notre système solaire. Donc je vais essayer de vous décrire ce soir en 1 heure à peu près l'état des découvertes ces 20 dernières années. J'ai aussi eu l'occasion de travailler à l'Institut d'astrophysique de Paris, à l'Observatoire de Haute-Provence, où j'ai encore beaucoup de services, de tâches et de responsabilités dans un des 2 observatoires donc français, où on mène encore des observations dans le domaine visible, dans le domaine optique. Et je suis amené évidemment à beaucoup voyager pour faire des campagnes d'observation, que ce soit au Chili, que ce soit à Hawaï. Voilà un petit peu mon statut. Alors j'ai surtout des tâches liées à des campagnes d'observation, à des analyses de données. Je ne suis pas un théoricien, mais je fais partie de ces gens qui participent au développement d'instruments, mise en place de campagnes d'observation, d'analyse de données, et principalement pour essayer de comprendre et de mieux comprendre ce que sont ces planètes extrasolaires. Alors je ferai très rapidement un petit point historique sur la notion de planète. Planète, ça vient du grec, ça signifie astre errant. Donc les anciens, les tout premiers astronomes avaient bien identifié sur la voûte céleste des astres qui défilaient au cours du temps. Donc ils les avaient appelés astres errants, planète en grec. Ensuite, on a réalisé que l'astre, là où on habitait, la Terre était elle-même une planète, dans le terme des révolutions des idées, révolution de la conscience. La Terre fait partie de ces astres errants, fait partie des planètes.
Ensuite, on s'est rendu compte que le Soleil est en fait une étoile parmi d'autres, que planètes et étoiles naissaient d'un même milieu. Visiblement, le processus de formation des étoiles, il en découlait aussi la formation de planètes via un disque protoplanétaire. Et puis, ces dernières années, des planètes détectées autour d'autres étoiles que le Soleil. Alors pourquoi on s'intéresse à ces objets, à ces planètes hors du système solaire? Un petit peu les questions qu'on se pose en exoplanétologie, cette science qui a démarré il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Déjà, la première question à laquelle on voulait répondre, c'est existe-t-il des planètes en dehors de notre système solaire? Est-ce qu'elles sont fréquentes? Est-ce que le système solaire est unique ou pas? On a envie de connaître les propriétés statistiques de ces objets et les propriétés physiques, la distribution de leur masse, de leurs paramètres orbitaux, de leur taille, de leurs propriétés orbitales, etc. Quelles sont les relations entre une étoile et sa ou ces planètes? Est-ce que les étoiles massives ont plus de planètes que les étoiles de petite taille? Dans le processus de formation de ces objets, comment l'étoile va influencer la formation et l'évolution des planètes? Enfin, on s'intéresse aussi aux propriétés physico-chimiques des atmosphères planétaires. Est-ce qu'elles sont comparables aux planètes géantes gazeuses de notre système solaire ou pas? Et aussi, est-ce qu'il existe des exoplanètes comparables et semblables à la nôtre? Alors, pour tenter de répondre à ces questions, l'astronome n'a qu'un outil et n'a qu'une possibilité de faire des mesures, c'est la lumière. On n'a pas de possibilité, contrairement aux géologues, voire même aux planétologues, d'aller faire des mesures in situ, d'aller relever des échantillons. On a à notre disposition seulement l'analyse de la lumière. Alors, j'ai représenté sur ce diagramme l'évolution depuis 5 siècles de la taille des télescopes utilisés pour justement comprendre l'univers, explorer ses planètes et ses exoplanètes. En fonction du temps, vous voyez ici le diamètre des instruments, en partant même de l'œil nu, à peu près 7 mm de diamètre, la pupille de l'œil, la première lunette de Galilée, le premier télescope de Newton, le télescope de Ross, voisin de 2 mètres, le mont Wilson, etc., jusqu'au maintenant aux classes de télescopes de 10 mètres. Et j'en parlerai à la fin de mon exposé, le projet de l'extrêmely large télescope de 39 mètres. Vous voyez que typiquement, par siècle, on multiplie par 3 la taille des instruments. Alors le but d'un télescope, c'est évidemment, tout d'abord, c'est un entonnoir à photons. Le but, c'est de collecter le maximum de lumière. Les objets qu'on observe, les étoiles, sont vraiment très très faibles, peu lumineuses. Donc il s'agit de collecter le maximum de lumière. Ces instruments sont aussi dédiés à observer et obtenir des images très nettes, de très bonne qualité, donc fines et détaillées. On veut observer le maximum de détails. Donc plus on a un instrument de gros diamètre, plus on va pouvoir observer des détails fins et surtout collecter beaucoup de lumière. Alors pour observer ces planètes qui orbitent d'autres étoiles que le Soleil, on se bute à 2 difficultés majeures. La première, ça va être la séparation angulaire, donc la séparation apparente sur le ciel entre l'étoile et sa planète. Alors prenons un exemple, Jupiter et le Soleil, que l'on observerait depuis une distance de 4 années-lumière. 4 années-lumière, c'est typiquement la distance des plus proches étoiles de notre système solaire. Une année-lumière, c'est donc la distance que parcourt la lumière en un an, ça équivaut à peu près à 10 000 milliards de kilomètres. Alors si on observait le Soleil et Jupiter depuis 4 années-lumière, la séparation angulaire entre les 2 points serait de 4 secondes d'arc, c'est 1/900e de degré. Donc c'est une petite séparation. Si on plaçait maintenant le Soleil et la Terre à 100 années-lumière, une centaine d'années-lumière, la séparation ne serait plus que de 3 centièmes de seconde d'arc. Donc ça, c'est vraiment des toutes petites séparations. Il faut un pouvoir de résolution angulaire extrêmement fin pour distinguer ces 2 objets. Alors, comment atteindre ce type de résolution? Tout instrument optique est limité par ce qu'on appelle en optique ondulatoire la tâche de diffraction optique. Ça s'appelle aussi la tâche d'Airy. Donc en fonction du diamètre du télescope, l'image au foyer d'un instrument optique va se présenter de la sorte.
une tache centrale et des anneaux d'Airy, des anneaux de diffraction. Donc on n'arrivera pas, en fonction de la taille, le diamètre du télescope, on ne parviendra pas à avoir une image plus nette qu'une certaine taille, ou alors il faut augmenter la taille du télescope pour affiner la résolution du télescope. Deuxième difficulté sur Terre, la turbulence atmosphérique. En fait, le brassage de l'air, les cellules de convection dans l'atmosphère brouillent les images. On peut s'en apercevoir même un petit peu à l'œil nu quand vous observez des étoiles basses sur l'horizon. On voit de la turbulence, on voit que ça scintille. Et en fait, les images observées depuis le sol sont élargies à cause de cette turbulence atmosphérique. Voici l'exemple d'une étoile double observée depuis un télescope limité par la turbulence atmosphérique. Et dans ce cas ici, on arrive à résoudre les deux étoiles grâce à un procédé de correction de la turbulence atmosphérique par un système d'optique adaptative. Alors l'optique adaptative, c'est une technique moderne qui consiste à mesurer les déformations du front d'onde perturbé, brouillé par l'atmosphère, et à l'aide d'un miroir déformable, de corriger ces déformations pour avoir un front d'onde parfaitement plan, parfaitement corrigé, pour avoir la meilleure qualité image. Donc ces techniques d'optique adaptative sont assez récentes. Elles permettent de corriger les effets de la turbulence, mais voilà, il reste quand même des difficultés à obtenir cette résolution angulaire pour distinguer une planète à proximité de son étoile. Deuxième difficulté, une planète n'émet pas de lumière, ou quasiment pas de lumière. Elle ne fait que réfléchir une partie de la lumière de son étoile. Une étoile, par contre, elle produit beaucoup de lumière, et le contraste en luminosité est énorme. Ça reviendrait à essayer de distinguer une luciole à proximité d'un phare très puissant. Alors, une étoile peut être jusqu'à, dans le domaine visible, dans les longueurs d'onde du visible, si on compare le flux émis par notre Soleil à celui réfléchi par les planètes du système solaire, le rapport est d'à peu près 1 milliard de fois. Alors si on se place dans le rouge, le côté rouge voire infrarouge, il y a une composante d'émission de la lumière par les planètes qui est de l'émission thermique. Les planètes sont chauffées, donc elles réémettent une composante de rayonnement thermique. Et donc là, le facteur est plus favorable, mais il reste quand même d'une centaine de milliers de fois moins brillant que l'étoile. Alors malgré ces deux défis, malgré ces deux difficultés, ces dernières années, grâce à l'amélioration des techniques optiques sur les télescopes, l'optique adaptative, les détecteurs ultrasensibles, des méthodes de coronographie pour masquer la lumière de l'étoile centrale, nous sommes parvenus à déceler directement, donc en imagerie directe, des exoplanètes autour d'étoiles émettant moins de lumière, des étoiles de faible masse ou des étoiles rouges, des naines rouges ou des naines brunes. Voici quelques exemples d'étoiles avec présence d'un disque et puis dans la périphérie de l'étoile, une planète que l'on voit se déplacer au cours du temps. Une image faite ici en 2004 puis en 2006. Là aussi une planète autour de l'étoile Beta Pictoris. Donc voilà, malgré des grandes difficultés, on commence tout juste à pouvoir faire de l'imagerie sur certains objets, autour de certaines étoiles et déceler des planètes. Néanmoins, on est fortement limité. Alors, pour pallier à cette difficulté, les astronomes ont imaginé des techniques indirectes pour détecter ces exoplanètes. Elles consistent en fait à observer la perturbation que subit une étoile due à la présence d'une exoplanète. En fait, on dit de manière injuste qu'une planète tourne autour de son étoile. En réalité, étoiles et planètes tournent autour de leur centre de masse commun. Donc si une planète orbite autour d'une étoile, elle sera très difficilement observable directement. Par contre, elle va influencer le mouvement, voire la vitesse de son étoile autour de son centre de masse. Et dans certaines configurations, si l'inclinaison du plan orbital est alignée avec l'observateur, on pourra voir, j'y reviendrai, passer la planète devant le disque de son étoile.
On parlera alors d'un transit planétaire. Alors pour déceler le mouvement de l'étoile, on peut faire des mesures d'astrométrie. On va mesurer la variation de position de l'étoile sur le fond de ciel au cours du temps. On peut aussi mesurer ces variations de vitesse de l'étoile. Et pour cela, on va utiliser l'effet Doppler-Fizeau. C'est un effet physique qui lie la fréquence qu'émet un objet par rapport à sa vitesse, par rapport à l'observateur. Alors vous connaissez cet effet, il est lié à la sirène d'ambulance qui apparaît plus aiguë lorsqu'elle se rapproche de vous, plus grave lorsqu'elle s'éloigne. On a le même phénomène en optique, donc les radiations émises par une étoile vont se décaler vers le bleu si l'étoile se rapproche de vous et vers le rouge si l'étoile s'éloigne de vous. Alors en dispersant la lumière d'une étoile à l'aide d'un spectrographe, ou d'un prisme, d'un réseau, on va décomposer la lumière d'une étoile suivant toutes ses couleurs. Et en regardant d'un petit peu plus près, vont apparaître ce qu'on appelle des raies d'absorption, des couleurs qui sont piégées par l'atmosphère de l'étoile, qui correspondent en fait, qui peuvent être reproduites en laboratoire, qui correspondent à des éléments chimiques présents dans l'atmosphère de l'étoile, qui vont bloquer certaines couleurs, certaines longueurs d'onde de l'étoile et former ces bandes sombres, ces bandes d'absorption. Alors si l'étoile se rapproche de l'observateur, les bandes vont se décaler vers le bleu, et si l'étoile s'éloigne de l'observateur, ces bandes vont se décaler vers le rouge. Donc on va pouvoir mettre en évidence les variations de vitesse d'une étoile en mesurant la position de ces raies d'absorption. Alors voilà sur le petit schéma, vous voyez donc une étoile qui tourne autour du centre de masse étoile-planète, observée par le télescope. Télescope couplé à un spectrographe pour disperser la lumière, et on voit ces raies d'absorption qui se décalent au cours du temps. Donc en mesurant au cours du temps les variations de vitesse de l'étoile, on a ce type de graphe et qui va nous renseigner sur la période orbitale, donc tous les combien de temps ce cycle se reproduit, et puis l'amplitude du phénomène va nous permettre d'estimer la masse de la planète. Alors typiquement, pour une planète de type Jupiter autour du Soleil, l'amplitude de variation de vitesse mesurée sera d'un peu plus de 12 mètres par seconde. C'est la vitesse d'une mobilette ou d'une moto, avec une période de 12 ans. C'est le temps que met Jupiter à tourner autour du Soleil. Et par contre, si on prend la Terre autour du Soleil, l'amplitude ne sera plus que de 10 cm par seconde. Donc vraiment la vitesse d'une fourmi, avec une période de 1 an, la période orbitale de la Terre. Donc voilà un petit peu pour les ordres de grandeur. Pour pouvoir déceler des planètes extrasolaires, il va falloir pouvoir mesurer la vitesse des étoiles avec ce type de précision. Alors la recette, un télescope pour collecter le maximum de lumière, un spectrographe pour disperser la lumière à très très haute résolution spectrale, donc on veut observer le plus grand nombre de raies spectrales. Donc voici un exemple de spectre d'une étoile observée à l'aide d'un spectrographe, suivant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et vous voyez ici des petits traits noirs, ça correspond aux raies d'absorption. Si on extrait le signal sur une de ces lignes, on obtient un spectre avec ces bandes sombres qui correspondent à des raies spectrales. Il y en a des milliers dans un spectre. Elles correspondent toutes à certains éléments chimiques dans l'atmosphère de l'étoile. Et en l'occurrence, on va mesurer leur déplacement périodique au cours du temps pour tracer ce genre de courbe et pouvoir remonter aux informations de période orbitale, de paramètres orbitaux et de masse minimale des planètes. On n'a pas l'information de la masse exacte, il y a l'incertitude de projection, d'angle de projection du système, d'inclinaison du système. Alors voilà pour la recette. Et cette recette a porté ses fruits il y a à peine 20 ans à l'Observatoire de Haute-Provence avec le télescope de 1,93 m. Mes collègues, donc Didier Queloz et Michel Mayor, ont permis de mettre en évidence avec ce télescope équipé d'un spectrographe la première planète extrasolaire orbitant une étoile comparable à notre Soleil, 51 Peg B. Alors pour la petite histoire, en fait, la dénomination d'une planète doit porter le nom de son étoile et puis une petite lettre B, C, D,
etc., s'il y a plusieurs planètes autour de la même étoile. Donc première planète extrasolaire, avec, alors par contre la particularité, une période extrêmement courte, seulement 4 jours pour faire le tour de son étoile, alors que Jupiter, je rappelle, met presque 12 ans, et puis une masse minimale de 0,5 masse de Jupiter, donc on est dans le cas d'une planète géante, une planète gazeuse, mais extrêmement proche de son étoile, à seulement 5 centièmes, donc 20 fois plus proche de son étoile que n'est la Terre. Même cette planète est plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Donc ça a été extrêmement surprenant à l'époque de découvrir une telle planète. On pouvait s'attendre à trouver des planètes de ce type-là, mais beaucoup plus lointaines de leur étoile. Alors c'est une représentation là, artistique de 51 Peg, donc une planète a priori géante gazeuse, mais très très proche de son étoile, à seulement quelques rayons stellaires de l'étoile. Alors ça a vraiment bouleversé la communauté, mais dans les mois et les années qui ont suivi, d'autres équipes ont pu confirmer déjà ce résultat et trouver des objets tout à fait analogues. Vous avez ici une représentation de notre système solaire, en tous les cas avec les 4 planètes internes à notre système solaire, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, et puis certaines de ces premières planètes extrasolaires détectées au voisinage de leur étoile et avec des masses comparables à celles de Jupiter, 0,4 masse de Jupiter, 6 masses de Jupiter, des objets plus massifs aussi. Alors, ça a déclenché un engouement pour cette technique de mesurer les vitesses radiales pour déceler des planètes extrasolaires. Et je vous ai représenté sur cette carte du monde quelques télescopes équipés d'instruments spécialisés dans ces mesures de vitesse radiale. Nous avons désormais en France, à l'Observatoire d'Haute-Provence, le spectrographe SOFIE, spectrographe ARPS qui est installé au Chili, Coralie, FLEMS sur le 8 mètres de l'ESO, IRES sur le 10 mètres du Keck. Voilà, plusieurs instruments qui sont spécialisés dans cette technique. Et à ce jour, le plus précis au monde reste ARPS, qui est piloté, construit à la fois à l'Observatoire de Genève, mais aussi en partie à l'Observatoire d'Haute-Provence, et qui actuellement est vraiment l'instrument phare pour déceler des planètes extrasolaires. Alors, je vous montre aussi une évolution depuis ces 20 dernières années de la détection des exoplanètes. Vous avez sur ce diagramme donc, la masse minimale en masse de Jupiter des exoplanètes détectées en fonction de l'année de la découverte. Alors déjà, je voudrais souligner que même avant la détection de 51 Peg, il y a eu quelques balbutiements. Et en fait, ce premier objet, j'ai oublié le nom de l'étoile, mais avait été identifié comme peut-être une planète, mais au final, les scientifiques, à l'époque, l'avaient attribué, non, c'est pas possible, on ne peut pas trouver de planète aussi proche de leur étoile, donc ils avaient attribué le signal mesuré comme étant de l'activité stellaire, l'activité de l'étoile. Et puis des années après, les mesures ont été reprises et il s'agit en effet bien d'une planète. Donc, pour montrer aussi qu'on était dans une dynamique dans ces années-là de tentatives de détection, de doutes. Et puis au final, voilà, 51 Peg a tranché la question. Et dans les mois, les années qui ont suivi, un grand nombre d'objets de masse voisine de Jupiter détectés par les instruments depuis le sol. Et alors, les techniques n'ont cessé de s'améliorer, et je voudrais vous faire remarquer l'enveloppe inférieure de cette courbe qui ne cesse de diminuer, ce qui signifie que d'année en année, les instruments permettent d'aller attraper, détecter des planètes de moins en moins massives, de plus en plus petites masses. J'ai représenté aussi ici donc les planètes qui correspondent à la masse de Saturne, de Neptune, et 3 fois la Terre, et on serait ici à la masse de la Terre. Et donc ces dernières années, voilà, les techniques ont progressé. Alors vous remarquerez qu'il y a de plus en plus de points. Donc chaque année, on trouve de plus en plus de planètes. Mais surtout, on accroche maintenant des objets de type Neptune, entre 14 et 17 fois la masse de la Terre, et quelques masses terrestres, et Alpha Cen-b récemment, qui est une planète de masse comparable, semblable à celle de la Terre. Alors, Alpha Cen, c'est un système stellaire très proche du voisinage solaire. Donc c'est une étoile très brillante, mais pour déceler ce signal d'une amplitude de seulement
50 cm par seconde, hein, donc ça représente un marché à cette vitesse-là. Donc on a pu mesurer les variations de vitesse d'alpha CNB avec cette précision, mais il a fallu accumuler pour cela des centaines de mesures pendant environ 4 ans. Alors, où est-ce qu'on en est actuellement? Eh ben, on a quasiment franchi la limite des 1000 planètes détectées à ce jour. Alors, parfois, certaines planètes sont annoncées, mais peu contraintes, peu caractérisées en termes de masse et de rayon. Donc, en fonction des objets qu'on sélectionne, en fonction des paramètres qui ont été mesurés, ce chiffre-là peut varier de quelques centaines à 2000. Hein. Donc, ça dépend de comment on compte ces planètes. Est-ce que c'est des objets validés, confirmés, caractérisés? Qu'importe, on en est à plusieurs centaines. Je les ai représentés ici en fonction de leur masse, encore une fois, en masse de Jupiter, une masse de Jupiter ici, et puis en fonction de leur éloignement, de leur distance par rapport à leur étoile. Donc vous avez pour représentation les 4 planètes de notre système solaire, Vénus, la Terre, Jupiter et Saturne. Et vous voyez donc déjà certaines propriétés se dessinent sur ce diagramme. Alors, les limitations techniques ne permettent pas encore vraiment d'aller explorer cette zone-là. La précision de nos instruments ne permet pas d'aller couvrir des planètes de faible masse, de type Terre ou Vénus, à grande distance de leur étoile. Par contre, on commence à avoir la précision pour trouver de tels objets, mais à proximité de leur étoile. Par contre, on a aussi la précision pour déceler un grand nombre de planètes géantes de type Jupiter. On n'a pas encore la précision ou la durée suffisante pour accrocher des objets de type Saturne. Par contre, en imagerie directe, quelques objets très massifs ont été détectés à très grande distance de leur étoile. Et puis, de manière surprenante, on ne s'attendait pas, mais une énorme population d'objets de type planète géante, mais très très proches de leur étoile. Et puis, cette nouvelle population de planètes de type Neptune, aussi assez proches de leur étoile. Donc vous voyez, en accumulant des détections d'exoplanètes, commencent à se dessiner certaines populations et la distribution statistique des paramètres en masse, en distance orbitale, permet de dessiner, de dresser des scénarios de formation et d'évolution des planètes. Je ne rentrerai pas dans beaucoup de détails, mais par exemple, pour expliquer des objets à cette distance-là, aussi proche de leur étoile, on ne peut pas former une planète géante aussi proche de son étoile. Donc forcément, il y a eu un événement qui l'a fait se déplacer d'une plus grande distance de son étoile jusqu'à cette position ici dans le diagramme. Cette population d'objets qui s'appelle les Jupiter chauds, on soupçonne qu'ils se sont formés à grande distance. On voit qu'il y a un réservoir ici. Et puis ensuite, par des processus soit de migration dans le disque, mais de plus en plus, on évoque aussi des perturbations, des interactions entre les planètes qui ont fait évoluer les orbites jusqu'à cette distance très voisine de l'étoile. Concernant cette population d'objets, la question se pose encore, est-ce qu'ils ont migré d'une plus grande distance? Est-ce qu'il s'agit de planètes géantes qui ont perdu leur atmosphère? Voilà, il y a encore des questions qui sont ouvertes. Mais voilà, petit à petit, toutes ces contraintes observationnelles permettent d'élaborer, d'infirmer ou de confirmer des scénarios de formation et d'évolution des exoplanètes et de les mettre en regard aussi avec le modèle de formation et d'évolution de notre système solaire. On a de plus en plus l'impression que Jupiter et Saturne dans notre système solaire ne sont pas forcément formés à la position qu'elles occupent actuellement. Il y a probablement eu des phénomènes dynamiques entre ces planètes, de migration, de déplacement, d'interaction mutuelle, compte tenu des propriétés observées des exoplanètes. Alors parmi ces exoplanètes, on en a découvert aussi plusieurs qui sont dans des systèmes multiples, ce qui est le cas de notre système solaire. Donc on a à présent environ 200 systèmes multiples, donc un tiers en fait des exoplanètes sont dans des systèmes multiplanétaires. Là c'est dans cette animation de vue artistique un système avec 7 planètes.
Et lorsqu'on regarde la population des planètes de plus faible masse, de type Neptune ou Super-Terre ou Exoterre, là c'est 80% des objets qui sont dans des systèmes multiplanétaires. Alors je vais décrire maintenant une deuxième technique qui est très très importante pour la détection et caractérisation des exoplanètes, ce qu'on appelle le transit photométrique. Donc lorsque l'inclinaison du système planétaire est dans la direction de l'observation, on va pouvoir observer le passage en quelque sorte de l'ombre d'une exoplanète devant le disque de son étoile. C'est un phénomène qui va durer quelques heures, qui va se reproduire à chaque période orbitale, et donc le but va être de mesurer l'infime baisse de flux photométrique de l'étoile pendant le passage de la planète devant le disque de l'étoile. Alors, Jupiter, c'est en taille 1/10 de la taille du Soleil. Donc, en rapport de surface, ça fera 1/100. Donc, si Jupiter passe devant le Soleil, si un observateur observait le passage de Jupiter devant le Soleil, ça ferait une baisse de flux de 1%. 1% de lumière serait masquée lors du passage de Jupiter. Alors, c'est des petits effets, mais on obtient maintenant, avec les instruments, cette capacité de déceler ce type de baisse de flux lumineuse. Alors, cette technique est très très précieuse en exoplanétologie. Elle va permettre donc de déterminer le rapport de surface planète-étoile. Donc, on va pouvoir remonter au rayon planétaire. Ça va nous permettre de contraindre l'inclinaison orbitale du système. On sait qu'on sera quasiment suivant la ligne de visée. Connaissant avec l'autre technique que j'ai décrite tout à l'heure par les mesures de vitesse radiale, on aura donc la masse, le rayon. On pourra donc calculer la densité de la planète et donc savoir si elle est rocheuse, gazeuse, plus ou moins dense, et donc contraindre aussi ses paramètres de structure interne. On pourra, lors du transit, observer la lumière de l'étoile qui traverse l'atmosphère de l'exoplanète et donc avoir des informations sur le spectre d'absorption de l'atmosphère de l'exoplanète. On pourra, j'y reviendrai, mesurer l'obliquité du système. Est-ce que toutes les planètes sont dans un même plan, comme c'est le cas de notre système solaire ou pas? Et lorsque la planète passe derrière l'étoile, on pourra mesurer, notamment dans l'infrarouge, le rayonnement infrarouge de la planète lorsqu'elle disparaît, et avoir des informations sur le spectre directement de réflexion ou l'albédo de l'exoplanète. Alors, lorsqu'on a réalisé que des planètes géantes existaient à très courte distance de leur étoile, ça a motivé d'explorer cette technique, d'essayer de repérer les transits planétaires des Jupiters chauds. Et donc, une batterie d'instruments sont mis en place, des télescopes, soit depuis le sol, soit depuis l'espace, pour mesurer ces transits planétaires. Donc des télescopes même de toute petite taille, des téléobjectifs de 10 cm, 11 cm, 11 cm, là un télescope plus conséquent d'1,30 m, et puis des projets spatiaux tels que COROT, un télescope d'environ 30 cm dans l'espace, et plus récemment Kepler avec presque 1 mètre de diamètre, donc dédié à ces mesures de flux de milliers, de centaines de milliers d'étoiles pour repérer les infimes baisses de flux lumineux sur chacune de ces étoiles en vue d'attraper des transits planétaires. Alors la difficulté, c'est que cette technique conduit à un grand nombre de fausses alertes. En fait, ce qui peut produire aussi une petite baisse de luminosité, ça peut être des systèmes d'étoiles binaires, mais qui ont des tailles et des luminosités différentes. Là, on est dans un cas de binaire rasante, donc une petite partie du flux de l'étoile jaune est masquée par cette étoile de plus faible masse, ou alors une étoile géante devant laquelle passe une étoile naine va provoquer aussi la même baisse de baisse lumineuse, ou alors un système d'étoiles binaires mais contaminées par une troisième étoile qui va diluer le signal photométrique, un cas de système stellaire triple avec 3 étoiles, dont 2 qui sont en éclipse, et puis un autre cas aussi de binaire très excentrique où on apercevra que la disparition de la petite étoile derrière l'étoile principale. Donc en fait, les cas de transit planétaire dans ce zoo de configuration n'apparaît que dans 10 à 65% des cas. Le taux de faux candidats avec cette technique
peut être très élevé. On peut avoir 35, donc à 90% de fausses alertes via cette technique. Donc on a vraiment besoin de compléter cette technique avec notamment les techniques de spectroscopie, de mesure de vitesse radiale, pour confirmer que l'objet qui transite n'est pas une binaire, mais bien une planète. Alors il n'empêche que cette technique a explosé ces dernières années. J'ai représenté ici depuis 1995 le nombre de planètes détectées par an, toutes techniques confondues, dans le histogramme en vert, et puis en rouge, la technique que je viens d'évoquer de transit photométrique, avec le premier cas détecté autour de l'étoile 209-458 en 2000, qui correspond à un Jupiter chaud. Donc ça a permis de mesurer pour la première fois le diamètre d'une planète de type Jupiter chaud transitant devant son étoile. Suite à cette découverte, donc, ça a motivé un grand nombre de programmes, et vous voyez que ces dernières années, le nombre de planètes en transit détectées a explosé, correspond maintenant à plus de la moitié des objets décelés sont faits via cette technique. Alors ça nous a permis de dresser un peu la carte d'identité des planètes en fonction de leur rayon et de leur masse. J'ai représenté ici, donc c'est environ 200 exoplanètes qui ont la propriété de passer devant leur étoile. On peut donc mesurer leur rayon, ici en rayon de Jupiter, et puis avec l'autre technique de vitesse radiale, mesurer leur masse. Et pour comparaison, Jupiter, Saturne et la Terre dans notre système solaire. Donc vous remarquez une grande population d'objets de type planète géante, avec une particularité, la plupart d'entre elles ont un rayon anormalement élevé. Et actuellement, la plupart de mes collègues se cassent un petit peu les dents sur ces objets. Alors, sont évoqués le fait qu'ils sont très proches de leur étoile, donc probablement chauffés. Et ils subissent des effets de marée avec cette étoile, donc qui rapporte de l'énergie, mais malgré ça, les modèles peinent à expliquer les objets qui font plus de 1,4, 1,5 rayons de Jupiter. Il manque des éléments dans nos connaissances sur la physique de ces objets pour expliquer une telle diversité et un rayon aussi élevé. Alors ensuite, on peut remarquer que plus on augmente en masse, plus l'objet va se contracter sur lui-même. Donc on aperçoit en tout cas une tendance à avoir moins d'objets à très très grand rayon vers les grandes masses, vers 10 masses de Jupiter. Au-delà de 13, 15, 20 masses de Jupiter, on tombe dans le domaine des étoiles de très très faible masse, dans le domaine des naines brunes. Donc il y a aussi des études intéressantes qui sont le lien entre les planètes géantes et les étoiles de très très faible masse. À plus petite masse, on tombe dans les objets de type Saturne. Ils sont peu fréquents, on en connaît actuellement peu. Et puis ensuite, une population d'objets qui ne sont pas faciles à détecter, mais qui sont en train d'exploser en termes de nombre de détections. Ces objets de type Neptune, Super-Terre, et vous voyez récemment des objets de taille et masse comparables à la Terre. Alors des objets aussi d'une grande diversité. Je représente ici quelques résultats d'un satellite européen qui s'appelle CORO, qui a été en fonctionnement des années 2007 à 2011, 2012, 2011, avec la première super-Terre détectée en transit, un objet à la limite entre les planètes géantes et les étoiles de faible masse, un objet autour d'une étoile très jeune, un objet fortement enflé de type Jupiter, un Saturne, un objet extrêmement excentrique avec des propriétés orbitales assez surprenantes, un système multiplanétaire et puis une planète à très grande distance, donc tempérée, assez semblable à notre Jupiter. Et puis j'ai représenté aussi une vue d'artiste d'un système ou de plusieurs systèmes qui ont cette propriété d'avoir une orbite avec une obliquité très importante. Dans notre système solaire, toutes les planètes sont dans le même plan et elles sont en fait perpendiculaires à l'axe de rotation de notre étoile, à l'axe de rotation du Soleil. On est vraiment aligné dans le plan, probablement le plan qui correspondait au plan protoplanétaire, perpendiculaire donc à l'axe de rotation de notre étoile. Et on a décelé des objets qui sont très obliques, qui ont donc un angle, une inclinaison par rapport à l'axe de rotation de leur étoile qui peut être très très importante. Et ça a soulevé la question que ces objets, pour avoir une telle inclinaison,
ont forcément dû subir des perturbations gravitationnelles avec d'autres objets. Donc, il a dû y avoir des catapultages ou des interactions, des échanges d'énergie entre différents objets dans le système pour avoir perturbé l'orbite de ces exoplanètes. Donc ça nous renseigne aussi sur qu'est-ce qui peut arriver dans la vie d'une exoplanète en termes d'interaction avec ses voisines ou dans son processus de formation. Le satellite américain Kepler, ces dernières années, a aussi vraiment révolutionné le paysage en détectant par transit photométrique des milliers d'objets avec la taille de l'ordre de 1 rayon terrestre jusqu'à une dizaine de rayons terrestres. Donc là, c'est la taille de Jupiter, taille de Neptune et la taille de la Terre. Donc ce satellite a permis de déceler des transits photométriques sur plus de 3000 objets. La difficulté, c'est on ne peut pas être certain qu'il s'agit, je vous ai montré tout à l'heure, il y a beaucoup de fausses alertes, donc on ne peut pas être complètement certain de la nature de ces objets, puisqu'ils ont été décelés autour d'étoiles relativement faibles, on n'arrive pas à confirmer leur masse ou à confirmer qu'il s'agit vraiment d'exoplanètes. Alors pour un sous-échantillon, on peut le faire, on peut caractériser la masse de certains objets, mais pour la plupart, on ne saura vraiment jamais, on peut craindre qu'on n'ait pas vraiment l'information pour valider leur statut planétaire. Alors parmi ces plus de 3000 objets, plusieurs centaines ont pu être vraiment validés. On sait qu'il s'agit de planètes, on a pu mesurer leur masse, ou alors dans certains cas, ils sont dans des systèmes multiplanétaires. Autour d'une même étoile, on a décelé plusieurs transits photométriques à des périodes différentes, ce qui indique, et ça ne peut pas être reproduit par des systèmes binaires stellaires. Alors, en tous les cas, en supposant que tous ces objets sont des exoplanètes, Kepler a pu montrer une explosion du nombre d'objets vers les petites tailles. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé des Jupiters, en quelques centaines, mais les objets de plus petite taille, de type Saturne ou de type Super-Terre, entre 1 et 2 rayons terrestres, se comptent en plusieurs milliers, plusieurs centaines ou plusieurs milliers. Donc, il semble que plus on va vers des objets de petite taille, plus le nombre d'objets, plus le nombre de planètes est important. Alors voici quelques exemples de planètes détectées par Kepler qui ont été validées. Il s'agit bien de planètes, on a aussi mesuré leur masse, et qui sont en termes de taille et de masse comparables à Vénus ou la Terre. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, lorsqu'une planète passe devant son étoile, on peut commencer à étudier son atmosphère en utilisant les propriétés soit de transmission de la lumière de l'étoile à travers l'atmosphère. Donc on va pouvoir déceler l'absorption de certains composants, hydrogène, méthane, vapeur d'eau, sodium, ou alors le spectre de réflexion. On va étudier la lumière qui se réfléchit sur l'atmosphère de l'étoile. Et des premières mesures ont pu être faites sur certains systèmes avec des bandes d'absorption décelées et comparées avec des modèles. Donc certains constituants dans l'atmosphère d'exoplanètes, et notamment la vapeur d'eau, ont pu être détectés, l'hydrogène, le sodium ont pu être décelés dans l'atmosphère d'exoplanètes. Certaines de ces exoplanètes, les Jupiters chauds, sont tellement proches de leur étoile qu'ils subissent un effet d'évaporation. Donc une partie de leur atmosphère est soufflée par le vent stellaire, par l'irradiation de l'étoile, et une partie de leur atmosphère est évaporée, un petit peu comme le phénomène qu'on a sur une comète. Et dans certaines bandes spectrales qui correspondent notamment à l'hydrogène, on peut repérer une très forte absorption lors du transit, qui correspond donc à un nuage d'évaporation de l'exoplanète. Alors, ce qui intéresse aussi beaucoup, c'est de savoir si certaines de ces exoplanètes sont dans un lieu propice au développement de la vie, et d'où la notion de zone habitable autour d'une étoile. Alors, une zone habitable est définie comme étant la distance à l'étoile où on peut trouver de l'eau liquide. Alors, pour une étoile comparable à notre Soleil, cette distance est voisine de 1 unité astronomique. C'est la position de la Terre. Mars
y est très très voisine, et Vénus est un petit peu à l'extérieur. Mais si vous prenez des étoiles de plus faible masse, de plus faible luminosité, qui émettent moins d'énergie, moins de rayonnement, cette zone habitable va être beaucoup plus proche, à quelques centièmes ou dixièmes d'unité astronomique. Donc autour d'une étoile de type naine rouge, on peut, la zone habitable sera beaucoup plus proche. Et ces dernières années, certains objets, certaines planètes de type tellurique, qu'on appelle des exotères ou des superterres, ont pu être décelés dans cette zone habitable. Alors ça ne veut pas dire que forcément que ces planètes sont habitées, attention, mais pour l'instant, la seule information qu'on peut dire, c'est que oui, probablement, il pourrait y avoir présence d'eau liquide. Maintenant, on n'a pas encore assez d'informations, notamment sur l'atmosphère de ces planètes. Imaginez une atmosphère très dense, il y aurait un effet de serre qui rendrait impossible la présence d'eau liquide. Donc cette zone habitable est définie actuellement seulement en fonction des paramètres de l'étoile centrale, mais il faudrait prendre aussi en compte les paramètres de la planète pour s'assurer vraiment du caractère habitable d'une planète. Alors, si on regarde de manière très grossière, voilà, il y a déjà une poignée d'objets qui sont catalogués par certains collègues comme des exotères potentiellement habitables, donc ils sont situés, disons en tout cas, à la bonne distance de leur étoile, mais je rappelle, il faut prendre des pincettes. En fonction des propriétés de l'atmosphère, il pourrait s'agir de planètes complètement hostiles à la vie. Donc il faut être très très prudent avec ça. L'état de connaissance qu'on a sur certains de ces objets ne permet pas de trancher. Alors voilà, au bout de 20 ans de découverte, si je devais brosser un panorama, des centaines d'exoplanètes, voire des milliers d'exoplanètes, donc ces objets ont l'air très très fréquents, en grand nombre, donc notre système solaire est loin d'être seul dans la galaxie. Des planètes avec des propriétés nouvelles. On ne s'attendait pas à trouver certains de ces types d'objets. Néanmoins, en accumulant un grand nombre d'objets, certaines propriétés statistiques émergent peu à peu en termes de distribution, d'excentricité, de masse, de rayons, ce qui permet vraiment de mettre de l'eau au moulin pour les modèles de formation et d'évolution des systèmes planétaires, et notamment de notre système solaire. Ça a permis de réviser vraiment ces modèles de formation et d'évolution. Les exoplanètes, je répète, très fréquents autour des étoiles de la galaxie. On peut même commencer à avancer certains chiffres. 40% des étoiles abriteraient une planète. Dans certains cas, même pour les étoiles de faible masse, ce chiffre pourrait monter jusqu'à 80% des étoiles de notre galaxie qui auraient des planètes. On a identifié aussi des liens étroits entre une planète et son étoile, ou les planètes et leur étoile hôte. Notamment en fonction des propriétés de l'étoile centrale, on voit se dessiner certaines propriétés en termes de planètes. Donc, très probablement, c'est lié aussi au fait que étoiles et planètes se forment à partir d'un même nuage de gaz et de poussière. Donc, il y a un lien entre l'étoile et ces planètes. Alors, il n'empêche que l'astronome, enfin l'être humain est curieux par nature, on veut en savoir plus, on s'interroge toujours sur ces objets, et donc je vais vous décrire rapidement un petit peu les prochaines étapes vers lesquelles on s'achemine pour compléter nos connaissances. Alors, on voudrait explorer maintenant en détail, on sait que les planètes sont fréquentes, donc on a envie de passer à la loupe toutes les étoiles proches et brillantes au voisinage de notre système solaire. Donc, de dédier des instruments à scruter chacune des étoiles les plus proches. Ça sera forcément les plus brillantes, et donc on pourra avoir des informations beaucoup plus précises sur ces systèmes planétaires. On voudrait mieux comprendre l'histoire et les phases de notre système solaire. Donc on avait aussi envie d'avoir une photographie des systèmes planétaires correspondant à différents âges, à différents stades de leur évolution. Est-ce que notre système solaire est unique? Je vous ai montré tout à l'heure qu'on n'avait pas encore les capacités techniques pour vraiment explorer les planètes de type les exotères à grande distance de leur étoile, ni les planètes de type Saturne ou les vrais Neptunes à grande distance de leur étoile. Donc on peut
pas vraiment dire, on n'a pas encore trouvé vraiment de système complètement analogue à notre système solaire, donc il reste cette question. Et puis les ingrédients, je l'ai un petit peu évoqué, quels sont les ingrédients pour qu'une planète soit habitable? Actuellement, on ne connaît que la Terre, mais est-ce qu'il y a d'autres planètes qui seraient vraiment habitables en termes de position, en termes d'atmosphère, et avec cette question qui est liée, est-ce que la vie s'est développée ailleurs que sur Terre? Alors je vais vous citer quelques projets qui visent à répondre à ces questions. Et je dois dire qu'on est assez chanceux parce que ces dernières années, beaucoup de projets sol et spatiaux ont été acceptés, ont été validés, ont été financés pour répondre à ces questions. Donc on ne manque vraiment pas de travail. C'est le cas, alors NGTS, ça signifie New Generation Transit Survey. C'est une batterie de télescopes de 30 cm de diamètre installée en cours d'installation dans la cordillère des Andes au Chili, à l'observatoire de Paranal, pas très loin du VLT. En fait, le VLT est situé juste, il est coupé sur la photo, mais les 4 télescopes de 8 mètres sont juste à proximité. Donc une batterie de 12 télescopes pour aller rechercher des planètes de type Neptune autour d'étoiles brillantes. Le spectrographe Spirou, qui va être installé en 2017 sur le télescope de 4 mètres canadien France-Hawaï, au CFHT, donc sur l'île d'Hawaï. C'est un spectrographe qui va être dédié aux mesures de vitesse radiale. Sa particularité, c'est qu'il sera non pas dans le visible, mais dans le proche infrarouge, pour aller rechercher des planètes autour d'étoiles de très faible masse, ce qu'on appelle des naines rouges. Et autour de ces naines rouges, je l'ai souligné tout à l'heure, la zone habitable est très proche, est beaucoup plus proche. Donc Spirou espère trouver des planètes de type Terre dans la zone habitable autour d'étoiles de très faible masse. Espresso, actuellement développé, sera installé au VLT, donc sur les 4 télescopes de 8 mètres de Paranal, de l'Observatoire sud-européen. Sa particularité, c'est que cet instrument va pouvoir combiner la lumière simultanément des 4 télescopes. Donc ça va lui permettre d'avoir l'équivalent quelque part d'un télescope de 16 mètres de diamètre, en combinant les 4 foyers des 8 mètres. Et lui, il vise d'avoir une précision en mesure de vitesse radiale stellaire, non pas de 1 mètre par seconde, mais de 10 cm par seconde, pour trouver des vraies terres autour d'autres étoiles. Alors ça, c'est pour les projets sol. Et concernant l'espace, plusieurs projets spatiaux. Gaia, qui a été lancé cette année, va mesurer des millions d'étoiles dans le but aussi de mesurer leur variation de position au cours du temps par la technique d'astrométrie et donc pour mesurer aussi la présence de planètes géantes par astrométrie. Le satellite Cheops, qui sera lancé fin 2017, lui va rechercher en photométrie, va suivre en photométrie toutes les planètes décelées en vitesse radiale pour repérer celles qui transitent. On n'a pas la possibilité depuis le sol d'avoir la précision suffisante pour détecter par transit photométrique des planètes de type super-Terre ou Terre. Donc Cheops va ratisser toutes les planètes connues pour déceler celles qui transitent et donc mesurer leurs rayons. Satellite américain TESS, qui sera envoyé aussi fin 2017, lui va explorer, va surveiller en photométrie toutes les étoiles brillantes du ciel, dans le but de détecter des transits exoplanétaires, mais aura une durée, il va parcourir tout le ciel, mais sur une durée limitée à une vingtaine de jours. Donc il va explorer les très très courtes périodes orbitales. JWST, James Webb Space Telescope, le successeur de Hubble, lui va permettre de faire de la caractérisation des atmosphères exoplanétaires. Donc c'est des instruments, tous ces instruments sont assez complémentaires. Et puis à plus long terme, je souligne deux programmes, 2 très très grands projets, mais vous voyez que c'est pour une dizaine d'années. Plateau, la mission spatiale Plateau, même Plateau 2, elle a été renommée Plateau 2, vise avec une batterie de petits télescopes, donc depuis l'espace, à couvrir des très très grandes régions du ciel. Là, c'est tout le ciel observable avec le plan écliptique ici. Donc Plateau va couvrir des très très grandes régions du ciel pendant plusieurs années dans le but de déceler donc, des transits exoplanétaires, mais là en recherchant vraiment des transits de vraies terres, dans le but de déterminer
Donc la masse avec une précision de 10%, le rayon 2%, et ainsi que l'âge des systèmes planétaires. Plateau pourra à la fois mesurer les transits et à la fois mesurer les oscillations stellaires. Il fera de l'astérosismologie dans le but de contraindre les paramètres de manière très précise des étoiles centrales par une technique d'astérosismologie, donc de mesure des pulsations des étoiles, pour ce qui permet de contraindre aussi l'âge de l'étoile et donc l'âge du système planétaire. Donc le but, ça va de pouvoir être une cartographie aussi des planètes, mais en fonction de l'âge du système. Alors je le répète, mais détecter et caractériser des exotères, donc des terres, mais dans la zone habitable de leur étoile. Et ça sera fait en combinant les mesures de photométrie spatiale, très très haute précision, et toute une batterie de mesures sol avec les instruments que je vous ai un petit peu déjà décrits depuis le sol, pour explorer, mesurer, faire ces mesures sur des étoiles brillantes, donc avec une magnitude visuelle plus petite que 11. Mais voilà, donc c'est vraiment l'enjeu, parcourir, observer les étoiles les plus brillantes et mesurer très précisément masse, rayon, âge, période orbitale, excentricité, tous les paramètres des planètes. Parce qu'en fait, à ce jour, si maintenant je zoome sur le précédent diagramme, masse, rayon des exoplanètes, alors là, si on regarde que les objets de type Terre, super-Terre, jusqu'à 10 masses terrestres et jusqu'à 3 rayons terrestres, vous voyez que déjà, on ne connaît pas beaucoup d'objets et les incertitudes sur les paramètres, en termes de masse et de rayon, sont très très importantes. Et Kepler espère avoir une précision qui correspond à la taille de cette petite boîte, donc de mesurer, de découvrir d'autres planètes et de pouvoir contraindre très précisément leurs rayons et leur masse pour pouvoir déterminer si elles sont denses, si elles ont un cœur de fer, ou plutôt une planète de silicate ou avec une couche de glace. Donc voilà, avec une bonne précision sur les paramètres masse et rayon, et donc densité, on peut contraindre la structure interne de la planète. Alors ce projet Plateau, qui a été accepté, qui est en cours de développement, qui volera dans 10 ans, sera aussi accompagné au sol d'un projet très très ambitieux qui consiste en l'extrêmely large télescope de l'ESO, de l'Observatoire sud-européen. Un télescope de 39 mètres de diamètre. Vous voyez ici, vous devinez ici des voitures et un minibus là. Donc un télescope vraiment géant, installé donc en face de l'Observatoire de Paranal, au Chili, sur le mont Armazones, à 3000 mètres d'altitude. Et cette photo n'est pas très récente. En fait, ça y est, la montagne a été aplatie ici. Une route a été... là, c'était un chemin, une route a été faite. Et donc, le haut du plateau est en train d'être réalisé. Donc, c'est vraiment la phase de construction démarre. Ce télescope sera constitué de petits télescopes d'1,40 m. Et pour avoir une taille de 39 mètres, il faut juxtaposer presque 800 hexagones d'1,40 m. Le tout fera 150 tonnes. Et le miroir secondaire fera 4 mètres de diamètre. Donc c'est vraiment un télescope géant avec une mise en service aussi d'ici une dizaine d'années. Et en complément avec les observations plateau, là il s'agira à la fois d'observer directement des exoplanètes et des exoplanètes de petite masse avec des techniques d'optique adaptative extrême, des corrections de l'aberration de toutes les optiques, des traitements informatiques poussés pour aller déceler avec des contrastes de l'ordre de 1 milliard de fois, pour réduire la lumière de l'étoile centrale et faire ressortir la lumière réfléchie par la planète avec un facteur de plusieurs millions, voire d'1 milliard de fois. Le LT permettra aussi d'aller observer le spectre des exoplanètes lorsque la lumière de l'étoile traverse l'atmosphère de l'exoplanète, et voire mieux, de mesurer aussi la vitesse de la planète en identifiant les raies d'absorption qui sont liées à l'atmosphère de l'exoplanète. C'est une technique qui commence à émerger, qui permet directement non plus de mesurer les variations de vitesse radiale de l'étoile, mais les variations de vitesse de la planète lorsque celle-ci passe devant l'étoile ou lorsqu'elle parcourt son orbite, de mesurer la lumière réfléchie de l'exoplanète et de tracer sa vitesse, ce qui permet de remonter directement
à la masse de l'objet et de caractériser son atmosphère. Donc l'ELT permettra aussi de caractériser les atmosphères des exoplanètes pour trouver les molécules de dioxygène, d'eau, de carbone, de méthane, etc. Et voire même des collègues imaginent la possibilité aussi de déceler éventuellement la présence de végétation, donc de voir l'évolution au cours d'une saison, d'évolution par exemple de la photosynthèse, de la présence de feuilles vertes sur la végétation, ou au contraire en hiver la diminution de l'influence de la végétation. Là, c'est deux vues de la Terre dans la lumière visible et en infrarouge, mettant en évidence la présence de végétation sur un continent. Donc on a l'impression qu'avec un tel télescope, on pourra commencer à identifier les planètes habitables et avoir peut-être des informations sur la présence d'activités biologiques sur ces planètes. Voilà, alors j'en ai terminé. Pour conclure, donc retenez, en effet, les planètes sont loin d'être rares dans notre galaxie. Un très très grand nombre d'objets. Ça semble être assez courant, la formation de planètes autour d'une étoile. Un grand nombre d'objets aussi de petite taille, de petite masse. Donc les planètes de type tellurique ou les exotères semblent fréquentes. Est-ce que beaucoup d'entre elles ont pu permettre l'apparition de la vie? On n'a pas encore cette réponse, mais on a un petit peu le sentiment qu'avec l'évolution des techniques qui a été très importante ces 20 dernières années et qui va continuer à être importante ces prochaines décennies, qu'on aura peut-être la réponse à cette question voilà, d'ici pour notre génération ou les générations suivantes. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis à l'écoute pour vos questions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je vois quelqu'un ici. Ok. Ah, j'ai deux J'arrive. Bonsoir. Au niveau de la détection de molécules à travers l'absorption infrarouge, est-il possible de découvrir de l'azote? Et un moyen technique Tout à fait. Les différents constituants peuvent être observés. L'azote, le sodium a déjà été détecté, le méthane, le dioxygène. Donc ces molécules peuvent être détectées. Elles ont une signature spectrale, que ce soit dans le visible ou dans l'infrarouge, le proche infrarouge ou l'extrême infrarouge. Dans le cas du diazote moléculaire. Alors oui, pour peu que l'atmosphère de l'exoplanète ne soit pas trop chaude, parce que sinon cette molécule est dissociée, mais dans le cas d'atmosphère plus froide, on peut s'attendre à trouver toutes les signatures. À propos justement de la vie qui pourrait exister à l'extérieur, souvent on demande quelle forme de vie peut exister, et certainement très différente de la Terre. Or, ce qu'on sait, c'est que jusqu'à présent, il semble bien qu'on ait découvert de nombreuses molécules formées de pas mal d'atomes, jusqu'à une vingtaine, je crois, et toujours basées sur la chimie organique, c'est-à-dire la chimie qui a donné la vie sur Terre. Donc, très certainement, s'il y a une vie à l'extérieur de la Terre, elle sera, en gros, bien sûr, du même type que la Terre. Enfin, c'est fort probable, en tout cas basé sur le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Ça semble très probable. On trouve ces molécules, en effet, sur des petits corps du système solaire, aux confins du système solaire. Donc on peut supposer que ça soit aussi fréquent autour d'autres étoiles et sur d'autres planètes. On peut aussi se rendre compte que la vie sur Terre est apparue très rapidement, dès le premier milliard d'années. On a presque plus de 4,5 milliards d'années. La vie est apparue très très vite sur Terre, sous forme très très primitive. Elle a disparu suite à des événements cataclysmiques, mais elle est réapparue assez rapidement. Donc on est très biaisé, hein, mais on a le sentiment, voilà,
que peut-être la vie peut apparaître assez rapidement. Maintenant, par contre, l'évolution a l'air d'être très très lente. Enfin, on n'a que notre exemple, 13 ans en trop. Mais voilà, l'évolution est très lente. Mais voilà, nous, on essaye pour l'instant de se dire, voilà, est-ce qu'on pourrait déceler de l'activité de photosynthèse, si on trouve beaucoup d'oxygène, voire d'ozone sur une planète, on peut soupçonner que ça a été provoqué par de la photosynthèse. Donc on recherche des activités biologiques de type voilà, végétation. Alors certains collègues recherchent un peu désespérément des signaux de communication extraterrestre, pour l'instant sans succès. Je ne dis pas que ça ne vaut pas le coup d'essayer, mais en tout cas, on maîtrise sur Terre la technologie des ondes électromagnétiques depuis, disons, quelques décennies, à comparer avec l'âge de notre planète, c'est une infime fraction. Bon, donc, mais voilà, on peut espérer en effet trouver de l'activité biologique basée sur carbone, hydrogène, oxygène. Et pour revenir sur la première exoplanète découverte, avant 1995 justement, est-ce que ce n'était pas l'étoile de Barnard pour laquelle il y avait eu des doutes de l'existence d'une planète? Oui, il y avait eu une tentative ou une annonce de détection sur l'étoile de Barnard, sauf erreur en astrométrie, mais qui n'a pas été confirmée par la suite. Alors même avant 51 PEG, pour être plus précis, il y avait eu des annonces aussi de planètes détectées autour de pulsars, donc de cadavres d'étoiles, de résidus d'étoiles, d'étoiles à neutrons après éjection et fin de vie d'une étoile. Des planètes détectées en radio autour de pulsars, mais qui n'ont pas eu vraiment la cote parce qu'on ne pouvait pas trop comparer leur processus de formation avec les planètes autour d'étoiles de type solaire, autour d'étoiles de type solaire. Mais voilà, plusieurs objets ont été trouvés autour de pulsars. Donc avant les années 95, il y avait déjà soit des tentatives de détection, soit des détections autour d'objets très particuliers. Merci. Bonsoir. Avez-vous trouvé d'autres soleils? Alors, toutes les étoiles qu'on observe à la nuit sont des autres soleils, en fait. Donc voilà, dans notre galaxie, 200 milliards de soleils et des milliers, des milliards de galaxies. Voilà, c'est le nom de notre étoile. Alors par contre, dans notre galaxie, 70% des étoiles sont plus petites que le Soleil. En fait, il y a seulement une fraction, quelques pourcents des étoiles de notre galaxie qui sont comparables à notre Soleil. La plupart des étoiles sont de plus faible masse, plus petites. Par contre, des étoiles beaucoup plus grosses, qui font des dizaines, des centaines de fois la taille de notre Soleil. Mais voilà, une grande diversité d'étoiles. Mais le Soleil est une étoile parmi d'autres dans notre galaxie. Bonsoir, merci pour votre conférence. Alors, une question que je vais poser à Roland Lehoucq, quand il était passé à l'Agora des Savoirs, il nous avait parlé de Star Wars. Et elle me revient, elle m'obsède. Au vu des techniques dont vous avez parlé, est-ce que les techniques permettent, et est-ce que par hasard on en a vu, des planètes ou des systèmes planétaires autour d'étoiles doubles? Tout à fait, je confirme. Deux cas de figure se sont présentés. Soit des systèmes binaires, donc deux étoiles très très séparées, avec des périodes orbitales très très longues, de type milliers d'années. Et on a pu déceler des étoiles qui orbitaient l'une des deux étoiles. D'accord, mais elles sont très distantes. Et Kepler a pu mettre en évidence, par contre, des planètes circumbinaires, c'est-à-dire deux étoiles très courte période, et la planète orbite autour du centre de masse des deux étoiles. Donc on a eu les deux cas de figure. Soit la planète orbite une des deux étoiles, soit elle orbite autour du centre de masse des deux étoiles. Oui. Alors, voilà, je confirme que dans le deuxième cas de planète circumbinaire, c'était très difficile en vitesse radiale parce que tous les signaux se mélangeaient, c'est indémêlable. Par contre, en photométrie, on peut voir l'éclipse de la binaire et puis le petit transit de la planète et remonter, défiler le modèle pour arriver à cette configuration, confirmer cette configuration, oui.
Oui, bonsoir. Je pensais à un biais. Sur Jupiter, vous avez la grande tache rouge. Est-ce qu'on a envisagé que sur une étoile de faible taille, il puisse y avoir un phénomène identique qui pourrait être confondu avec un transit planétaire, par exemple? Alors, tout à fait. Sur des étoiles, il y a des taches plus sombres, qui correspondent à des régions plus froides sur l'étoile. On le voit sur notre Soleil, ce qu'on appelle les taches solaires, ou les spots. La plupart des étoiles sont actives, voire plus actives que notre Soleil. Donc dans le signal photométrique, je confirme, on peut voir des variations de photométrie liées à l'activité de l'étoile. Par contre, on arrive quand même relativement bien à les distinguer d'un transit planétaire. La présence de taches sur une étoile va évoluer avec la période de rotation de l'étoile. Alors, dans le cas de notre Soleil, c'est une vingtaine de jours, donc on va voir le signal sur une vingtaine de jours, alors que le transit planétaire dure quelques heures. Donc la signature des deux phénomènes n'est pas tout à fait la même. Alors, sauf dans le cas peut-être de certaines étoiles qui tournent très vite, mais la géométrie sera très différente. Donc on arrive, en analysant la courbe de lumière, à distinguer une tache du transit d'une planète. Par contre, dans l'autre technique de mesure de vitesse radiale, on peut être trompé par la présence de taches, et certaines exoplanètes vitesse radiale ont été annoncées et ensuite infirmées comme étant liées à l'activité stellaire. Alors dans ce cas, comment on arrive à les distinguer? Une tache a une durée de vie finie, c'est-à-dire au bout de quelques rotations de l'étoile, la tache va disparaître ou réapparaître. Donc le signal en vitesse va changer en amplitude. Et puis il y a d'autres traceurs d'activité dans le spectre, les raies de réémission du calcium dans la haute atmosphère de l'étoile. On a d'autres indicateurs qui permettent de distinguer planète et activité stellaire. Mais parfois c'est compliqué. Peut-être une question ici. Vous avez dit tout à l'heure qu'on pouvait analyser l'atmosphère des futures exoplanètes avec un système que j'ai pas retenu d'ailleurs. Mais comment on va faire pour suivre la planète devant son étoile et analyser précisément l'atmosphère en spectro? J'entends bien sûr. Donc, lorsque la planète transite devant son étoile, donc pendant les quelques heures, ça va se répéter tous les N jours, tous les 10 jours, 100 jours, ça dépend de la période orbitale de la planète. On va mesurer le spectre de l'étoile et on va comparer le spectre de l'étoile hors transit et pendant le transit. C'est-à-dire qu'on va accumuler des observations lorsque la planète n'est pas devant l'étoile, on va accumuler des observations quand la planète est devant l'étoile et on va diviser les deux spectres, en quelque sorte. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir relever la présence de signatures liées à l'absorption de l'atmosphère de la planète. On va comparer les spectres avec et sans planète. Voilà, c'est avec cette technique qu'on espère pouvoir identifier ce qu'on appelle des biosignatures dans l'atmosphère des exoplanètes. Oui, je voudrais savoir où en est actuellement le projet SETI de recherche de vie extraterrestre. Alors, le SETI donc, consiste à rechercher via des antennes radio la signature d'émissions d'ondes électromagnétiques par d'éventuelles civilisations dans notre galaxie. Actuellement, le projet SETI n'a pas eu de détection, donc n'a pas identifié des fausses alertes, des tentatives, etc. Il a même focalisé, il y a une SETI a redirigé son programme sur les zones où notamment Kepler avait détecté beaucoup d'exoplanètes. Donc il a quelque part adapté sa stratégie aux résultats récents obtenus via d'autres techniques, mais de nouveau sans succès. Alors, le projet SETI clame qu'actuellement, il n'aurait au final écouté qu'une infime fraction d'étoiles dans notre galaxie. Il compare ça à, si vous prenez un seau dans l'océan, vous n'y trouvez aucun poisson. Il ne faut pas conclure qu'il n'y a aucun poisson dans l'océan. Alors, donc voilà où ça en est. Je sais que certains de mes collègues sont assez critiques. La communauté est assez partagée sur ce type de programme. Mais voilà ce qu'il en est en tout cas. Oui.
Non, je pense pas qu'il y aurait de raison de s'affoler si on détectait un signal extraterrestre. Je pense que ça serait très, très intéressant, très encourageant. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Alors, j'émets d'énormes doutes sur la capacité à voyager dans l'espace. Donc, j'émets de très fortes doutes qu'on puisse, en imaginant toutes les avancées technologiques, qu'on puisse voyager à des milliers, à des dizaines ou centaines d'années-lumière. Je crains que voilà, l'espèce humaine n'est pas faite pour voyager dans l'espace, et c'est très très compliqué. Les ressources en énergie pour faire voler un vaisseau sur des distances aussi grandes consisterait à épuiser toutes les ressources naturelles de la Terre. Enfin, voilà, on est limité en énergie, on est limité dans notre capacité à subir les rayonnements cosmiques dans l'espace. Donc j'ai des gros doutes sur la capacité de toute civilisation à voyager d'étoile à étoile. Voilà, tout à fait. Et avec énormément d'énergie et des risques, etc., etc. Tout à fait. Oui, bonsoir. Vous avez dit que les programmes qui vont se développer là, dans les années les plus proches visaient les étoiles les plus brillantes, donc les plus proches de nous, c'est-à-dire à quelle distance? Et donc, ce qu'on va observer par conséquent, ça aura quel âge? Alors, de quelques années à quelques dizaines d'années-lumière, pour répondre à votre question. Et on espère justement pouvoir trouver, en étudiant différents types d'étoiles, des étoiles plus jeunes, des étoiles plus vieilles. Donc, elles auront des âges très, très différents. Les étoiles plus massives sont plus brillantes, mais évoluent beaucoup plus vite. Donc on espère, autour des étoiles un peu plus massives, trouver des systèmes plus jeunes. Autour des étoiles plus anciennes, de plus faible masse, qui mettent plus longtemps à évoluer, détecter des systèmes plus vieux. Et voilà, de pouvoir comparer aussi ces différents systèmes et de voir les propriétés des planètes autour d'étoiles d'âges différents. Sur le chemin, ça. Bonsoir, merci pour cette conférence extrêmement intéressante. Merci. Une petite question sur SETI, donc pas dans votre domaine, mais est-ce que, si on imaginait la présence d'êtres extraterrestres sur un des systèmes solaires proches du nôtre, ils pourraient, avec notre technologie, détecter des signaux émis par notre civilisation, c'est-à-dire quel style électromagnétique certainement, mais est-ce qu'on aurait, avec notre technologie actuelle, la possibilité d'émettre un signal électromagnétique qui soit perceptible par des gens qui auraient une technologie identique à la nôtre? Oui, je pense. C'est là-dessus que se base le programme SETI, en disant que tout ce qu'on pollue en ondes électromagnétiques par nos réseaux de télécommunications, télévision, etc., serait détectable via des grosses antennes situées à quelques années-lumière. Rebonsoir. Je voulais savoir si l'habitabilité autour des étoiles de naines rouges de type M, est-ce que ça serait possible ou est-ce qu'elle serait discutable par rapport à l'absence de géantes gazeuses autour de ces planètes-là? Alors, je ne suis pas sûr de voir le lien avec les géantes gazeuses. Mais je vais quand même essayer de répondre. En effet, autour des étoiles de très faible masse de type naine rouge, on trouve extrêmement peu, voire pas, de planètes géantes gazeuses. On soupçonne que c'est lié au fait que de telles étoiles se sont formées dans un disque qui était relativement peu massif, ce qui a conduit à la fois à une étoile peu massive et à la fois à un cortège de débris et d'agglomérats qui ont formé des planètes de petite masse. Donc pas suffisamment de matériaux pour former des planètes géantes. Alors, au niveau de l'habitabilité, donc j'ai précisé en effet que la distance à l'étoile était plus proche pour permettre la présence d'eau liquide. Alors, au niveau des naines rouges, ce qui est débattu, c'est
Souvent, c'est des étoiles qui peuvent être très actives, avec un fort champ magnétique. Donc, à proximité de l'étoile, il risque d'y avoir du vent stellaire qui pourrait chasser complètement l'atmosphère de l'exoplanète. Donc voilà, il y a des débats un petit peu dans ce sens-là en disant, d'accord, plus on est proche de l'étoile, la zone d'habitabilité est plus proche de l'étoile, mais si ça se trouve, il y a d'autres phénomènes liés au vent stellaire qui décimeraient toute vie sur ce type de planète. Alors c'est débattu, il y a certainement, il doit exister des étoiles moins actives sur les naines rouges. On le sait déjà en fait, il y a plusieurs populations, plusieurs degrés de niveau d'activité autour des naines rouges. Après, tout dépend en effet de l'atmosphère de l'exoplanète. Est-ce qu'elle va jouer un effet de serre trop important ou au contraire, est-ce qu'elle aura une atmosphère trop ténue et sera vite gelée voilà. C'est débattu, mais pour répondre à cette question, il va falloir accumuler un grand nombre de systèmes et pouvoir caractériser leur atmosphère. Je vais au niveau de la photosynthèse autour de ces étoiles rouges. C'est plus le vert, là. Alors, exact. faudrait que la nature s'adapte pour absorber une autre bande de radiation et pour transformer l'énergie de son étoile en énergie biologique. Tout à fait. On doute que les feuilles soient vertes sur ce type de planète. Bonsoir. Ma question est la suivante par rapport à Vénus en comparaison avec la Terre. Elles sont toutes les deux des jumelles. Elles sont donc la masse est identique et pourtant l'atmosphère entre guillemets est complètement différente. Et donc ma question est la suivante: est-ce que vous pouvez déceler cette différence par l'absorption ou par d'autres mécanismes, sachant qu'on retrouve à peu près les mêmes éléments chimiques sur les deux? Alors, oui, avec les techniques futures sur des objets de même taille, imaginons deux planètes de même taille, de masse voisine, de rayons très voisins, la seule possibilité de distinguer les deux, ça sera de sonder leur atmosphère, soit par transmission, soit par réflexion. Donc par réflexion, on le voit très facilement, une très très grande différence entre la Terre et Vénus. L'atmosphère de Vénus est extrêmement opaque, en tout cas dans le visible. Et par transmission, on peut aussi mesurer des densités d'éléments. Donc, voilà, on est encore loin de cette étape-là, mais les programmes futurs, je l'espère, permettront de distinguer une planète comparable à Vénus d'une planète comparable à la Terre. Moi, ce qui me chagrine un peu, c'est quand vous dites que la zone habitable est déterminée par le fait qu'il y ait de l'eau liquide ou non. Mais je suppose que si la Terre n'avait que son eau liquide et pas l'atmosphère qui arrête les rayonnements mortels venant des étoiles, les rayons cosmiques, la vie aurait été impossible. Donc, oui, tout à fait. Il faut tenir compte également des atmosphères. Tout à fait, il faut être extrêmement prudent. Et même, on peut aller plus loin. Si la Terre n'avait pas de champ magnétique, elle ne pourrait pas se protéger du vent solaire. Si la Terre n'avait pas de lune, il n'y aurait pas d'effet de marée, il y aurait probablement des échanges chimiques entre l'océan et les continents. Il y a beaucoup d'hypothèses et on a certainement beaucoup de chances sur Terre liées à tous ces phénomènes. Jupiter nous a protégés des bombardements de météorites, la Lune aussi. Donc voilà, c'est tous ces éléments. La zone habitable pour l'instant est extrêmement simple et limitée. C'est uniquement l'état de nos connaissances de la distance à l'étoile où le rayonnement permettrait la présence de liquide. Mais vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que j'ai souligné tout à l'heure, certains collègues ou sites s'amusent à cataloguer les planètes habitables. Il faut vraiment y aller avec des pincettes. On ne maîtrise pas tous les paramètres qui conduisent à vraiment l'habitabilité d'une planète. Notre collègue vient de parler de
de la Lune, enfin, et vous aussi, est-ce que vous pouvez déterminer éventuellement des exolunes? Alors, des collègues espèrent pouvoir en détecter, notamment dans les courbes de lumière, c'est-à-dire qu'on voit le transit de l'exoplanète et puis on se demande si juste avant ou juste après, il n'y aurait pas un infime transit. Alors, pour l'instant, il n'y a pas eu de cas détectés. L'autre difficulté, c'est... Alors, en tous les cas, dans notre système solaire, il existe des lunes de la taille de la Terre, ou voisines de la taille de la Terre, mais guère plus grosses. Donc, on se doute que pour détecter des lunes, il faut déjà pouvoir mesurer de manière très précise des transits de type Terre. On en est tout juste au balbutiement, hein. Je vous ai montré quelques cas de type Terre, donc c'est très difficile, ça demande à accumuler beaucoup de mesures. Donc voilà, actuellement, pour détecter un transit de type Terre, il faut accumuler énormément de mesures depuis l'espace. Et le problème, c'est que là, si jamais cette planète est accompagnée d'une lune, ou imaginons une planète géante facilement décelable, et puis on recherche de part et d'autre s'il y a une lune, le problème, c'est qu'elle ne sera jamais au même endroit. Donc, on ne peut pas accumuler les données, parce que l'effet va se moyenner, et la lune va passer d'un côté ou de l'autre. Donc, il faudrait pouvoir avoir la capacité de déceler une lune, mais sur un seul transit, sur une seule observation. Et voilà, la précision ne le permet pas actuellement, et on a des doutes sur la possibilité d'avoir des lunes plus grosses que la Terre, d'après les modèles de formation des satellites, etc. Mais en effet, certains collègues espèrent pouvoir un jour faire ce type de détection, et même la question pourrait se poser autour de planètes géantes à grande distance, peut-être que les satellites seraient dans une zone habitable, quelque part, de leur étoile. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Bien. Alors, juste avant de nous quitter, j'aurais une petite question à vous poser qui m'intéresse. Est-ce qu'à main levée, vous pourriez m'indiquer s'il y a des gens qui n'ont pas pu venir au cours du soir, là, qui étaient proposés récemment, parce que ces cours du soir étaient un petit peu trop tôt? Est-ce que vous pouvez lever la main si c'est le cas ou... Ouais. D'accord, ok. Très bien. Alors, je vous remercie pour votre attention. Je pense qu'on peut remercier aussi M. Bouchy. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous tenir au courant pour le cours du soir de la semaine prochaine. Et puis sinon, je vous dis rendez-vous au mois de janvier, donc pour le nouveau cycle de rendez-vous. Bonne soirée à vous et à bientôt. Au revoir.